Alors, sans autre transition, je propose de donner la parole à Antoine Aubé, qui est maire de Wittenheim, qui est président du groupe PS de la région Alsace. Alors, nous n'avons pas pu parler avant. Je ne sais pas si on va parler de concordat ou pas, je n'ai pas sûr de son sujet. En tout cas, chacun sait que c'est un des sujets qui fait l'objet d'un examen à l'Observatoire de la laïcité, et vraisemblablement une nouvelle fois la montagne risque d'accoucher d'une souris qui plus est risque d'être sans museau, sans oreille et sans queue, c'est-à-dire accoucher de pas grand-chose. Mais quand on pense à Alsace, on pense aussi à la dimension concordataire, mais vous êtes surtout élu, et à ce titre-là, nos amis m'ont dit que vous aviez une expérience originale à faire valoir. Donc, je vous demande simplement de tenir le délai des 12 minutes, de façon à ce que les derniers puissent aussi s'exprimer. Nous avons plusieurs prises de parole encore importantes en fin de réunion. Merci. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, si j'interviens devant vous, c'est pas sur le sujet du concordat, mais c'est parce que je suis élu à Wittenheim, qui est une commune de l'agglomération de Mulhouse, l'agglomération de Mulhouse, 20e agglomération française, 260 000 habitants, à pour particularité. Oui, c'est comme une pause. J'arrive pas. Je voudrais dire que pour l'instant. Voilà, l'agglomération de Mulhouse a pour particularité d'être une des plus multiculturelles de France. Mulhouse est la ville de 140 nationalités. C'est la grande ville de France qui avait couvert la proportion de personnes d'origine la plus importante. Et moi, je suis maire donc, de la deuxième commune de l'Agglo et qui compte également des communautés d'origine très, très importantes. Donc le sujet vraiment dont je voulais vous parler, c'est bien celui-là. Sujet qu'on n'a pas traité pendant beaucoup d'années pour toute une série de raisons. D'abord, c'est vrai que beaucoup d'élus, et notamment les élus de gauche, ont été tétanisés par une forme de bien-pensance de certaines élites qui n'ont aucune connaissance des quartiers populaires et qui délivrent des anathèmes contre tous ceux qui parlent des réalités. Ensuite, beaucoup se sont dit on ne va pas s'embêter sur ce terrain-là, il y a des coups à prendre, donc parlons d'autres sujets. Et puis il y a même également, il faut le dire, beaucoup d'élus, de gauche ou de droite, qui se laissent aller à des formes de clientélisme pour échanger des voix contre des accords avec des responsables religieux. C'est quelque chose auquel je me suis toujours refusé, car je considère que l'engagement, c'est très important, et si on est là pour acheter des voix ou faire du clientélisme, c'est le contraire de la République. Mais c'est pas difficile parce que d'autres, à gauche comme à droite, font le contraire. Au fond, la question que je me suis posée, en tant que maire, c'est la suivante. Quelle société on veut? Est-ce qu'on veut une société de type anglo-saxon, à laquelle oui, on va très bien. On voit de plus en plus, jadis c'était marginal, une partie de notre population qui ne s'habille plus comme le reste de la population, qui ne mange plus la même chose, qui ne vit plus de la même façon. Puis finalement, voilà, on a une juxtaposition de communauté. Est-ce qu'on s'accommode de ça? On dit après tout. Bon. Ou bien, comme c'est la tradition à la grandeur de la France, est-ce qu'on se dit qu'il faut continuer à faire France, comme disait Michel Tribala, et arrimer des personnes de toutes origines, de toutes religions à la nation? Il faut savoir aussi que ça correspond au désir de beaucoup de ces personnes. Et que si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, je crois que c'est dû beaucoup aux compromis boiteux et aux petites lâchetés qui ont conduit à placer sous le joug d'organisations ultra-conservatrices dans le quartier des millions de nos compatriotes qui ne demanderaient rien de plus que de prendre leur place dans la République. Et donc, il me semble qu'il faut parler de ça très clairement. Le constat est extrêmement grave. Alors évidemment, on n'observera pas ça à Paris intramuros, ni dans les centres-villes des grandes villes françaises, dans les secteurs dits bobos, un peu caricaturalement. Mais lorsqu'on regarde à la fois nos banlieues, et y compris les petites villes et les villes moyennes, notamment du nord et de l'est de France, les anciens terrains industrialisés qui aujourd'hui sont gangrenés par le vote d'extrême droite, qu'est-ce qu'on observe? En quelques années, une progression foudroyante des extrémismes et du communautarisme. Moi, lorsque je suis devenu maire, il y a un certain nombre d'années, j'avais déjà des US, des DSU, j'allais beaucoup sur le terrain, on parlait emploi, logement, violence urbaine. J'étais à l'ICRA, Réseau d'éducation sans frontières, je fais énormément de choses. Jamais j'aurais parlé de problèmes de religion, de communautarisme avec les habitants des quartiers. Depuis 4-5 ans, c'est une véritable catastrophe qui nous est tombée dessus. Les phénomènes se sont démultipliés, ce qu'on appelle le repli communautaire. Et moi je me dis, nous qui sommes des militants républicains, des militants de l'intégration, nous devons faire face à de tels phénomènes parce que je le vois bien, très clairement, chez nous et dans l'agglomération mulhousienne, la plupart du temps, c'est le fait d'organisations religieuses ultra-conservatrices qui ont de grands moyens financiers, avec des responsables, souvent anciens délinquants convertis à l'islam radical et qui font de fréquents allers-retours vers l'étranger pour chercher l'argent. Et ensuite, effectivement, ça leur permet aussi d'exercer leur pouvoir, à la fois religieux et politique, sur les habitants des quartiers.
Et évidemment, tout le monde laisse faire, parce qu'il y a aussi cette peur en agissant d'être taxé de racisme, qui tétanise y compris les responsables des préfectures. C'est un sujet qui nous conduit, si on ne prend pas garde, dans le mur, parce qu'évidemment, je le dis tous les jours, ne pas agir, c'est aussi faire le miel de l'extrême droite, qui n'a même plus besoin de faire campagne, puisque effectivement les responsables républicains laissent faire. Alors quelques exemples, hein. Moi j'ai un florilège, hélas, vous allez être surpris par certains exemples de ce qu'on voit, mais enfin bon, ça commence à la maternelle, beaucoup d'enfants refusent de chanter, prétexte que ce serait impie. Après, vous avez les enfants qui dans la maternelle menacent les autres enfants car ils ne vont pas à l'école coranique. Vous avez les mamans non voilées qui n'osent plus venir chercher les gamins à l'école parce qu'il y a des merdies qui les attendent pour les menacer. Vous avez les problèmes relatifs à l'alimentation spécifique, ça va très loin. Il faut savoir que non seulement il y a des demandes de repas spécifiques, mais en plus, les mêmes refusent qu'on fasse les repas non religieux sur les mêmes cuisines collectives que les repas religieux. Il y a des demandes de cuisine séparées. Alors il y a certains sports collectifs qui sont particulièrement touchés par le communautarisme, hélas, notamment le football. Je suis un grand amateur de football, le football qui fut pourtant dans le pays, Jacques Delis, un puissant vecteur d'intégration. Il y a 20-30 ans, au début de l'immigration, il y avait des équipes, on s'en souvient, les Espagnols, les Italiens, les Portugais, tout ça c'était terminé. Alors aujourd'hui, malheureusement, on a des clubs où on voit de plus en plus qu'il y a une disparition de la diversité des origines dans les équipes. Puis bien sûr, j'ai dû moi-même affronter cela, des tentatives d'ablution et de prière dans les vestiaires, et l'interdiction de douche sans sous-vêtements, ce genre de phénomène qui conduit effectivement à ce que finalement, il y a des clubs qui deviennent totalement communautaires. Évidemment, quand vous essayez de lutter contre ça, en rappelant par exemple qu'il ne faut pas confondre la religion et la politique, la religion et le sport, vous vous heurtez parfois à des barbus qui vous traitent de racistes, hein, voilà. Et donc très vite, sur les réseaux sociaux, vous vous faites insulter, vilipender, agresser, c'est très difficile à vivre. Alors, il y a un autre sujet très important, c'est la déscolarisation. François en a parlé, François Pupponi, dans beaucoup de ce qu'il a dit, on se connaît bien, c'est massif. Songez que sur la ville de Mulhouse, donc 112 000 habitants, il y a l'équivalent d'une école élémentaire qui est déscolarisée. Alors en fait, ce sont effectivement les jeunes issus des familles dont les parents sont ultra-conservateurs, donc c'est massif, ils font de l'enseignement à domicile, notamment avec Pi. Et en fait, évidemment, ces enfants-là ne rencontrent plus les autres enfants, c'est une véritable calamité, parce qu'évidemment, il y a des difficultés à l'école de la République, on a parlé des mamans voilées, mais au moins, ils sont à l'école de la République, tous les enfants. Alors là, on observe une véritable séparation physique. Au collège, on observe aussi que les enfants se regroupent de plus en plus par origine, dans les cours. D'ailleurs, ils s'appellent par origine, hein, et ça va très loin. Aujourd'hui, on est même au point où, par exemple, les enfants se définissent même comme italiens ou espagnols, même entre Européens. Donc il y a un véritable délitement du tissu national qu'on observe notamment dans les collèges et les lycées. Les incidents ont été totalement sous-évalués. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont profs. Voilà, rien qu'à discuter avec quelques profs, j'ai plus que la totalité des chiffres recueillis dans le département du Haut-Rhin par l'éducation nationale. Évidemment, beaucoup de collègues enseignants mettent aussi la poussière sur le tapis parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas soutenus. Et ils se disent plutôt que de me faire enquiquiner, ben, je ne remonte pas les chiffres, ça n'aura tiré que des ennuis. Alors, je le redis, de telles attitudes, une telle passivité devant ces situations fait évidemment le guide de l'extrême droite, lorsque évidemment le communautarisme est de plus en plus affiché, notamment au niveau vestimentaire, lorsque de plus en plus d'individus se promènent habillés en camis, en calotte dans les rues ostensiblement, lorsque les petites filles et les petits garçons de 4-5 ans vont à l'école coranique habillés de cette façon-là, ben évidemment, après moi, avec mes combats républicains, avec ma défense des droits de l'homme, avec ma politique de la ville à 50 000 € par an, attendant pendant un an les crédits alors qu'en face l'argent coule à flot sous forme liquide, on est complètement dépassé. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces organisations d'obédience islamiste financées par l'étranger, je suis socialiste, il y a un véritable changement depuis 2-3 ans, il propage une véritable haine contre la gauche et les socialistes à cause de la dite théorie du genre et du mariage pour tous. Donc là aussi, ça a beaucoup changé. Hein. C'est vrai que dans le temps, il y avait aussi ça qui n'existait pas. L'enjeu est très lourd, hein. Enfin, je le dis aussi, parce que moi, je crois que l'intégration est toujours possible, que les valeurs de la République sont fortes. Je le dis, je le constate tous les jours. L'immense majorité de nos compatriotes issus de l'immigration ne demandent qu'une chose, c'est le dignement dans ce pays. Mais il faut qu'on soit ferme, encore une fois. Et pour moi, ce qui sont d'ordre public est l'action de l'État. On laisse prospérer ces organisations ultra-conservatrices dans les lieux de culte et on ne fait rien. Alors notre pays, quand même, est celui d'Europe où de très loin la communauté d'origine musulmane est la plus forte. Donc ce que nous avons fait en France, c'est regarder aussi à l'étranger. C'est regarder. Et donc nous avons vocation à être exemplaires. Et je crois d'ailleurs que notre laxisme irrite nos compatriotes qui ont fait le choix de la République et de la France,
et qui voit avec beaucoup de déplaisir des organisations ultra-conservatrices faire en France ce qu'elles ne feraient pas dans le pays d'origine, car elles y seraient évidemment réprimées. Donc je crois qu'il faut qu'on change notre logiciel et qu'on soit extrêmement ferme, et je rappelle tout le temps, parce que ça se comprend, on est le pays de Voltaire, hein, et de Rousseau, qui était suisse néanmoins, mais que donc c'est pas une formule de style. Alors l'éducation, alors j'ai 2-3 propositions. D'abord, moi j'en ai un peu marre de voir cette déscolarisation massive. Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger notamment sur ces questions d'enseignement par distance? Est-ce qu'on doit continuer à faire échapper à l'école de la République tous ces enfants et à les faire mettre sous contrôle de ces organisations, de ces factions ultra-conservatrices? À l'école, il y a une chose qui me gêne beaucoup, hein, c'est l'ELCO, hein, l'enseignement des langues et cultures d'origine. À l'époque, ça a été créé dans les années 70, c'était très bien pensant. On voulait que les enfants de ceux qu'on appelait alors les travailleurs immigrés gardent le lien avec les pays d'origine parce qu'il y avait la fiction du retour au pays. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore opportun de regrouper de jeunes Français par origine, sous la houlette de maîtres payés et nommés par des États étrangers? Moi, je trouve que c'est vraiment pas très républicain de compartimenter les enfants en fonction de ça. En tout cas, c'est contraire totalement à la logique de l'intégration. À l'école, au collège, au lycée, les valeurs de la laïcité sont-elles défendues? Lorsque les enseignants s'y essayent, ils ne sont pas toujours soutenus. À Mulhouse, il y a quelques semaines, un malheureux professeur d'art plastique, dans un lycée d'un quartier populaire, a voulu expliquer les caricatures. Et bien sûr, bronca des élèves qui ont été très vindicatifs. Donc ça s'est arrêté là, pas du tout. Une semaine après, il y a des parents qui ont menacé d'une manifestation devant le collège, et donc le recteur a suspendu l'enseignant. L'enseignant a été blanchi, mais un dégât a été fait. Je le connais aussi, un exemplaire. Ça faisait 8 ans qu'il était là, un militant des droits de l'homme, un militant progressiste. Il est écœuré. Il a demandé à changer d'établissement. Les autres sont morts de rire. Il a été humilié. Donc, lorsque la liberté s'arrête à la porte des religions, voilà. De manière générale, je crois qu'on parle beaucoup des enseignants. Si on leur donne pas des moyens, des formations et du soutien, il faut être très, très ferme. Je dirais enfin que, de façon générale, il faut contenir les particularismes dans l'espace privé. Alors, je ne parle pas ici des sujets qu'on vit, on parle de l'école, mais les hôpitaux, les accueils de loisirs, les cantines scolaires, c'est partout. Moi, je crois en réalité que la plus grande fermeté sera, avec discernement peut-être, sera productive, et encore une fois, parce qu'on ne parle que de celles et ceux qui se réfugient dans le communautarisme, mais ce n'est pas l'immense majorité des citoyens. Donc en étant ferme et républicain, encore une fois, et j'en discute souvent, parce que moi, j'ai grandi vraiment dans une ville très multiculturelle, beaucoup de mes compatriotes, y compris issus de Singular, me disent « Mais mince, faut arrêter, c'est pas possible ». Donc voilà, quoi. Donc je pense que, en revanche, je termine sur ce point, parce qu'on est en terre concordataire. On est en terre concordataire, c'est un fait. Moi, je suis de ceux qui pensent que tant qu'à faire, ça a été dit souvent à Strasbourg, on pourrait très bien aussi avoir une faculté de théologie musulmane, parce que un des problèmes qu'on a aussi, si on est dans un système concordataire, j'entreprends le débat là-dessus, c'est qu'il faut aussi donner de la dignité, de l'égalité, mettre les religions sur le même plan dans un tel système, et puis ça permet aussi de mettre un peu d'ordre, parce qu'une partie de ce qu'on dit est liée aussi au fait qu'évidemment, il n'y a pas de structuration du culte, et donc ça nous conduit à ça. Ma conclusion est la suivante. Le droit à la différence, c'est très bien. L'insistance sur les identités, c'est formidable. Et certains nous conduisent à aller encore plus loin. Ils nous disent, pour résoudre ça, il faut aller encore plus loin. Mais moi, je crois qu'on ne s'est pas rendu compte que ça a aussi eu indirectement des conséquences très néfastes sur le vivre ensemble. Ces conséquences néfastes n'avaient pas été suffisamment appréhendées. On a trop insisté sur ce qui nous sépare. Le rôle d'un maire, c'est tout le temps de dire, voilà, on est des citoyens, on se ressemble, on se rassemble. Et on n'arrête pas d'insister dans la société d'aujourd'hui, avec Internet, etc., sur ce qui nous sépare, sur les particularismes. Alors que moi, je dis que la grandeur de la France, c'est l'universalisme. Et la laïcité, c'est un des atouts essentiels de l'universalisme. Alors oui, bien sûr, il faut respecter chacun, il faut respecter la diversité, mais en même temps, je pense qu'on gagnerait beaucoup à faire revivre la fibre républicaine, la laïcité, tout simplement. Si on veut réussir l'intégration, lutter contre les populismes, et notamment l'extrême droite, rassembler nos habitants, c'est un bon combat. Il faut le faire voilà, avec énergie et sans tabou, et sur les valeurs et pour la République. Merci.